vous dis juste une bonne année. C'est toujours un plaisir énorme de voir que cet outil nous permet de nous rassembler et puis de retrouver un petit peu des visages connus. Des visages moins connus aussi. Quand on voit la liste des participants ce soir, c'est très très chouette parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément dans la communauté spectro aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, d'astronomes comment on dit, confirmés, mais qui ne sont pas forcément dans la spectroscopie. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et c'est vrai que le sujet s'y prête tout à fait. Voilà. Très très vite, un petit mot de Cheliac. Enfin, on est en train de courir aujourd'hui sur le projet UVEX. On a reçu les premières pièces, même une bonne partie des pièces de la première série qu'on est en train de lancer. Là, c'est un moment qui est très très chouette, très agréable. Et c'est vraiment un chouette instrument qu'on est en train de découvrir petit à petit. Et on bosse aussi pas mal sur le logiciel, là, sur Demetra dans la version UVEX. Et sinon aussi, vous avez vu certainement passer le projet de Christian Buil de Solex, donc de petits spectros en impression 3D pour le solaire. Et on est en train de discuter aussi avec lui pour voir comment on peut lui filer un coup de main pour diffuser un certain nombre de pièces qui rendraient le projet plus facile pour lui. Donc c'est un petit peu l'actualité de Cheliac aujourd'hui. Bon, l'année 2020, elle a été un peu bizarre, hein, pour tout le monde. Il se trouve qu'on nous, à Cheliac, on est un petit peu passé à travers les gouttes, c'est-à-dire qu'on a fait une année qui est finalement pas si mauvaise que ça, et donc ça continue de bosser. Il y a plein de projets, plein d'idées, et c'est très très chouette. Mais tout ça, nous, on est un peu toute la journée le nez dans le guidon dans les problèmes techniques. Et puis ceux qui me connaissent, vous savez l'importance que j'accorde au fait de dire la technique, elle est au service de la science. Et du coup, ce soir, c'est vraiment chouette parce que là, on va parler de science, de vraie belle science, et en plus de la science actuelle, puisqu'on a un sujet d'actualité. Et du coup, un grand merci à François Tessier d'avoir organisé cet atelier et puis de nous présenter ça ce soir. Et voilà. Et je vous dis un grand merci, une bonne année, et puis je te passe la parole, François. Merci François-Olivier. Merci à vous, Cheliac, d'avoir organisé cette présentation. En atelier, on va dire, presque. Hein. Merci à Étienne Bertrand, bien sûr, comme l'a dit Olivier, d'avoir demandé cette présentation. Parce que souvent, on prend des spectres et c'est pas forcément extrêmement facile de comprendre ce qu'il y a derrière les spectres. Donc, je vais vous proposer une présentation, mais avant la présentation, je voudrais me présenter moi-même. Donc, François Tessier, j'ai repris l'astronomie en 2004 avec l'arrivée en fait des CCD. Après quelques images du système solaire, de galaxies, nébuleuses, etc., je me suis intéressé au quasar et ça m'a amené à faire de la photométrie. C'est-à-dire pas seulement faire des images, mais également acquérir des informations physiques, scientifiques sur les objets que j'observais. À partir des quasars, je suis passé aux étoiles qu'on appelle cataclysmiques, les nova naines, toujours en photométrie. En 2009, suite à la premier coup de la dernière crise économique, mon entreprise m'a obligé à prendre 2 mois de vacances. Et du coup, j'en ai profité pour participer à une des réunions à l'OHP, où j'ai amené mon matériel. Mon matériel à l'époque, c'était surtout mes filtres photométriques. Et puis, pour faire ma spectroscopie, j'avais acheté un SAR Analyzer. J'ai fait mes premiers spectres à l'OHP, d'étoiles cataclysmiques. Et au-delà du fait d'avoir eu le plaisir de rencontrer François Cochard, Olivier Garde, Stéphane Charbonnel, je ne peux pas tous les citer, hein, c'était un grand moment, une grande semaine de bonheur. J'ai rencontré aussi Christian Buil, et puis on a un petit peu travaillé ensemble sur des étoiles un peu particulières. Des nova naines, de ce qu'on appelle également des nova-like, des remnants de nova, etc. Et c'était un moment assez important pour moi. À la fin de la session, par contre, je me suis dit, mais ils sont complètement fous là-dedans. Ils passent du temps
à acquérir les spectres, ils ont du mal, ils y passent des heures et des heures. La spectro, ce n'est pas pour moi, je vais continuer sur la photométrie. Et puis, j'étais juste après le stage OHP 2019 en vacances, et puis je commençais à regarder ce qu'il y avait dans mes spectres de Star Analyzer. Là, je me suis dit, putain, il y a quelque chose. Hein. Et donc, j'ai commandé un LIRES avec un réseau 150 traits par millimètre afin de pouvoir continuer à observer des objets faibles, ceux qui m'intéressaient, hein, les étoiles cataclysmiques, etc. Et j'ai obtenu mes premiers spectres, un spectre d'une étoile qu'on appelle symbiotique CI Cygni. Et puis en octobre, j'ai obtenu le premier spectre au niveau mondial d'une nova dans l'écu. Nova SCT donc 2009. Et là, ça commençait à me plaire vraiment. Et donc, à partir de ça, je commençais à étudier toutes ces étoiles qu'on appelle un peu étoiles éruptives. En 2012, à l'OHP encore, Steve Shore, donc, qui est astrophysicien, professeur à l'université de Pise, a envoyé un de ses étudiants de thésard, Ivan, qui faisait sa thèse sur les novas. On a pu discuter. 2013, Steve Shore a organisé une réunion de travail avec des professionnels travaillant sur les novas, mais également travaillant sur différentes longueurs d'onde, depuis les rayons gamma jusqu'à l'infrarouge et le rayonnement radio. L'idée de Steve Shore, c'était on va essayer de combiner toutes les observations dans différentes longueurs d'onde, depuis les gamma jusqu'au rayonnement radio, sur la prochaine nova brillante, de façon à mieux comprendre ce qui se passe dans le phénomène nova, parce qu'il y a encore énormément d'inconnus. J'ai été accueilli à Pise, dans un hôtel, dans le salon d'accueil de l'hôtel, par les collègues professionnels. Je me suis présenté comme amateur. Ils ont eu un petit sourire. OK, un amateur. Le lendemain, la réunion a commencé. Toute la journée, il y a eu des exposés de l'ensemble des participants. Et sur le coup de 21h le soir, j'ai eu la parole et j'ai montré ce qu'on était capable de faire comme spectre de nova. Et là, l'une de celles qui avait souri la veille a dit, mais c'est incroyable. Nous, il nous faut des télescopes de 2 mètres pour faire ça. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on avait essayé d'exploiter au maximum les petits diamètres dont on dispose. Est née de cette réunion l'idée sur laquelle la prochaine nova qui va exploser, eh ben, on va l'observer. Alors, les professionnels, avec leur relation, bien sûr, avec l'ensemble des télescopes au sol et dans l'espace. Et puis, du coup, nous, les amateurs, on avait une place. Et cette place, ben, on l'a bien occupée, puisque au milieu d'août 2013, la nova du Dauphin 2013 a explosé. C'était pendant les vacances, elle était extrêmement brillante, à peu près magnitude 4. Elle était bien placée dans le ciel du soir, et du coup, on a obtenu un nombre considérable de spectres, avec y compris des spectres 24 heures sur 24, avec nos collègues d'Australie, d'Europe et des États-Unis. À partir de ça, Steve Shore nous a envoyé régulièrement son analyse de la nova
Delphini 2013, et pratiquement de façon quotidienne, il a interprété les spectres pour nous expliquer ce qui se passait dans ce phénomène. Fin 2013, une deuxième nova qui explose dans le Centaure, qui est extrêmement brillante, et nos collègues d'Australie, Jerry Bolsen notamment, commencent à guérir les spectres. Donc, plutôt que de renvoyer les informations de Steve Shore de façon régulière, pratiquement tous les jours à l'époque, j'ai commencé à mettre en place une lettre d'information sur ce type d'événement qui se passe dans les novas, dans les étoiles symbiotiques, etc., et qui a été publiée régulièrement. À partir de ça, on a également mis en place, ou plutôt poursuivi un travail qui avait déjà été commencé par Christian Buil sur un certain nombre d'objets, de mettre en place des pages web de façon à mettre à disposition de tout le monde, nos collègues amateurs, mais également les professionnels, des suivis d'étoiles, et donc transformer un peu de façon à mettre en place une base de données, en fait, sur un certain nombre d'objets éruptifs, les novas, les étoiles symbiotiques, les étoiles cataclysmiques, etc. À partir de 2015, à peu près, des contacts se sont noués avec des professionnels qui sont venus à nous, qui avaient vu nos résultats et qui nous ont demandé des études un peu particulières. Par exemple, Augustine Scopal nous a demandé de suivre régulièrement les étoiles symbiotiques CH-CIMI. Donc, à partir de ça, il y a des contacts qui sont noués et des publications ont commencé à émerger utilisant nos spectres. Donc, on a poursuivi et de plus en plus, on est capable de s'affirmer en fait comme étant capable à la fois de réactivité, de régularité et de qualité de nos spectres. Cette lettre d'information, maintenant, elle est archivée sur NASA ADS. Et bon, ben voilà, c'est l'histoire qui continue. Il y a du boulot encore à faire. En ce qui me concerne, depuis le 1er janvier dernier, je suis en état de pré-retraite en attendant ma retraite définitive en octobre prochain. Et donc, je vais enfin pouvoir me consacrer pleinement à ma passion, presque mon métier premier, l'astronomie. Ce que je vous propose comme programme, c'est une première partie où là, je vais avoir seul le droit à la parole, mais vous pouvez poser des questions via le chat et on terminera par des questions-réponses, bon, environ 1 heure. Je propose de faire après une pause de 5 minutes et ensuite on passera à la deuxième partie, donc là, interactive. J'aurai une présentation PowerPoint pour me servir de support, mais j'utiliserai surtout différents logiciels, notamment Plot Spectra, et puis des macros MATLAB ou Python. Pendant 1 heure à peu près, si ça vous convient. Et s'il y en a qui veulent jouer les prolongations, il n'y a pas de problème, je suis disponible. Je commence, partie un peu théorique, par une idée géniale que Newton, selon laquelle il y a des étoiles qui, à un moment donné, commencent à briller de façon extraordinaire, et il se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un nouveau carburant qui a réalimenté l'étoile? À la fin du 19e siècle, les époux Huggins, amateurs, font la première observation spectroscopique d'une nova. Début des années 20, tout ce qui était un peu étoile nouvelle a été classé en différentes catégories
c'est lié à la découverte du fait que ce qu'on appelait des nébuleuses, en fait, peuvent être, pour une partie d'entre elles, des galaxies qui sont extrêmement éloignées de nous, et avec une répartition donc, en 3 classes, des supernovas, des novas, et un truc qu'on appelle nova naine. On va y venir. Dans les années, dans le XXe siècle et surtout début, première partie du XXe siècle, on a 3 événements, disons 2 personnes et un événement qui est extrêmement important. Premier, c'est McLaughlin, qui a fait une étude systématique des propriétés des novas. Il avait à sa disposition à peu près 7 novas différentes. Et en 30 ans, il était capable de tracer en fait les grandes lignes de ce qu'est l'évolution d'un phénomène nova. En 1936, on a une nova particulièrement brillante qui explose dans la constellation d'Hercule, nova R, donc 1936, et c'est la première fois que l'on a une publication conjointe des spectres de plusieurs observatoires. Là, on commence à avoir l'idée qu'a pu avoir Steve Shore, à savoir il faut compiler les données. Plutôt que de sortir des informations disparates dans différentes publications, on essaye de faire quelque chose qui est commun. Je pense que vous voyez ça. C'est un petit cadeau que je me suis fait. C'est une reproduction, en fait. Vous le voyez, Olivier, non? Oui, c'est bon. Enfin, on ne le voit pas en plein écran, mais oui, on le voit. Ouais. OK, c'est bon. Voilà. Et donc, avec une quinzaine de planches, avec l'ensemble des spectres. Ça, c'est un petit cadeau. Bon, ça ne sert à rien, mais ça fait plaisir. Et puis, on a Cecilia Payne-Gaspochin, qui a travaillé dans des domaines différents, mais qui était capable de publier donc à la fin des années 50, premier livre sur les novas. Au niveau de la théorie, c'est seulement dans les années 50 qu'on commence à bien comprendre ce que peut être une nova. Premier, Walker en 1954, montre que la nova Herculis dont je viens de parler, DQHER suivant la dénomination du General Catalogue of Variable Stars, est en fait une étoile binaire à éclipse. Et Kraft, en 1962, émet l'hypothèse comme quoi toutes les étoiles qui montrent des cataclysmes, en fait, sont des systèmes binaires et que les novas sont produites par une explosion thermonucléaire à la surface de la naine blanche, avec son schéma d'explication. On est à un moment où les explosions thermonucléaires, on commence malheureusement pour l'humanité à savoir ce que c'est. Bien sûr, avec Hiroshima, Nagasaki et ensuite les essais. Alors, une nova, voilà à quoi ça peut ressembler au niveau de la luminosité. Une courbe de luminosité, donc là, en fonction du jour julien, les magnitudes, etc. Et justement, la fameuse nova d'El 2013, avec une montée en luminosité extrêmement rapide. L'ordre de grandeur, en règle générale pour une nova classique, c'est à peu près une journée. Ce qui explique que, notamment dans les études du XXe siècle, il y avait très peu d'informations sur ce qui se passait avant la détection de la nova. Puis, un maximum, un premier déclin, certaines variations de courbe, et ensuite une descente régulière de la luminosité. Cela a été, à partir des 7 novas que McLaughlin a étudiés, mis sous la forme d'un schéma global de la variation de la luminosité d'une étoile. L'ordre de grandeur
de l'augmentation de luminosité et donc d'une dizaine de magnitudes, 11 magnitudes, mais peut être extrêmement variable. Peu avant le maximum, on observe pendant une journée à peu près une halte de l'augmentation de la luminosité. On a le maximum de luminosité et commence ce qu'il appelait early decline, qui maintenant est plutôt appelé premier déclin, pendant ou sur plutôt un intervalle d'environ 3 magnitudes. Puis intervient, c'est son schéma à partir des 7 novas qu'il avait étudiées, une période de transition où la magnitude décline, mais décline de façon extrêmement différente, soit de façon régulière, soit avec des oscillations, soit avec une diminution extrêmement brutale de la luminosité, suivie par une augmentation, et puis après, suivie par un déclin final. Ça, c'est important. D'une part, la régularité de la courbe que McLaughlin présente, mais également cette diminution extrêmement rapide de la luminosité. Justement, pour les novas de cette année, ça va nous aider énormément. Payne-Gaspochin a mis en place, à partir de ses observations, une échelle en fait de rapidité des novas, entre celles qui sont très rapides jusqu'à très lentes, en fonction de la façon dont la luminosité diminue soit de 2 magnitudes, soit de 3 magnitudes, en essayant de faire une classification. Et on voit que le déclin des novas peut être extrêmement variable. À la suite, un certain nombre d'observations ont été développées grâce au lancement notamment de télescopes spatiaux qui ont permis d'étudier la luminosité des novas dans d'autres domaines que ceux qui sont accessibles au niveau de la Terre. Une représentation de ces différentes évolutions de la luminosité, là dans le spectre visuel, avec ici une représentation d'une nova qui subit une brusque absorption puis qui remonte, et également dans d'autres domaines, on se rend compte qu'à partir du moment où le visuel commence à diminuer, d'autres longueurs d'onde commencent à voir leur luminosité augmenter, notamment l'ultraviolet, l'infrarouge, le radio, les rayons X, et puis maintenant, on pourrait ajouter les rayons gamma. Au niveau de la composition de ce qu'on observe, de ce qu'a produit la nova, on se rend compte qu'il y a une augmentation importante de la proportion de ce qu'on appelle les métaux par rapport à la matière solaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une transformation de la matière à travers le phénomène nova. Là, je vous montre juste quelques spectres chemin de la nova Delphini pour introduire la description un peu plus théorique avec un premier spectre qui est obtenu proche du maximum par Jim Medlin, un collègue américain, avec un continuum qui est très bleu, avec de nombreuses raies métalliques en absorption, avec la série hydrogène de Palmer, montrant à la fois des émissions et des absorptions. Lorsque le spectre évolue, il change complètement au niveau de ce qu'on appelle le continuum,
et commencent à apparaître, d'une part, des raies qui ont une plus forte ionisation, par exemple l'hélium, et également des raies qu'on appelle les raies interdites. Pourquoi interdites? Parce que lorsqu'elles ont été détectées dans des objets célestes, et l'une des premières d'entre elles, c'est O3, on n'était pas capable, à travers les spectroscopes utilisés en laboratoire, de reproduire ces raies-là. Donc, on considérait qu'elles étaient interdites. Et surtout, au départ, on a même considéré que c'était un nouvel élément chimique. Et en fait, c'est seulement dans les années 30-40 que la théorie sur ces raies interdites a permis de comprendre que ces raies ne peuvent être émises que lorsque la densité de matière est extrêmement faible, beaucoup plus faible que ce que l'on peut avoir dans les laboratoires à la surface de la Terre, y compris en utilisant des systèmes de vide. Finalement, on arrive à la fin à ce qu'on appelle la phase nébulaire. Donc là, on voit bien sur la courbe de luminosité, où là, on a l'impression de voir le spectre d'une nébuleuse planétaire, pour ceux qui connaissent. Avec là H-alpha, H-bêta, etc. Et puis, des raies extrêmement intenses, justement des raies dites interdites. On y reviendra un peu. McLaughlin a fait un travail vraiment extraordinaire et a été capable donc de représenter l'évolution globale d'une nova avec en fonction de la magnitude par rapport au maximum, de décrire le spectre de la nova, à la fois les losanges bleus, les absorptions qui sont vues sur le spectre, en décrivant plusieurs systèmes d'absorption qui se suivent, mais également les émissions. Et à peu près 2,5 magnitudes en dessous du maximum, eh bien, on commence à voir l'arrêt de l'oxygène neutre, mais raie dite interdite. Puis, un flash avec l'azote ionisé une fois, puis on voit apparaître des raies qui vont être de plus en plus ionisées à fort potentiel, et notamment O3 à 5007 angstroms. Cette description est toujours utilisée par les professionnels. À partir des spectres qu'on a fait, bon, on a pu décrire l'évolution de l'intensité d'un ensemble de raies sur des spectres qui avaient été calibrés en flux. L'autre chose que l'on a pu faire, là je prends l'exemple de Nova Monocerotis 2012, qui a explosé à l'OHP pendant qu'on était en réunion, enfin à l'OHP, pendant qu'on était en meeting OHP avec Ivan. Et les premiers spectres ont été obtenus par les collègues participants à l'OHP. Donc, de mémoire, Thierry Garel, il me semble, Stéphane Charbonnel. Cette nova, elle a dû être extrêmement brillante, mais elle explosait lorsque la constellation était en conjonction avec le Soleil. Et donc, on a eu la chance d'avoir l'information qu'on avait une nova, et les premiers spectres ont été acquis donc, par nos collègues à l'OHP. Et voilà donc un exemple de profil. Donc là, de raies, il faudra que je rajoute, je pense que c'est O1, mais il va falloir que je vérifie, excusez-moi.
Et Ivan, qui était donc au LHP, a envoyé ce spectre à Steve Shore, qui a modélisé un modèle de l'arrêt, puis un modèle de l'éjecta de la nova. Nova, c'est également maintenant en imagerie, et en fait depuis assez longtemps, parce qu'en fait le premier spectre de reliquat de nova a été acquis en 1916 hein, sur une nova qui a explosé en 1901. Et on commence à avoir là maintenant de plus en plus hein, des images de ce que peut être le cadavre en fait d'une explosion nova. Et alors on voit que c'est extrêmement hétérogène. On peut avoir des formes de disques éventuellement, mais surtout il y a plein de grumeaux à l'intérieur de la nova. Il y a eu un gros travail qui a été fait sur GK Persei, justement. Donc, c'est la nova de 1901, qui était capable d'étudier la vélocité de l'ensemble des grumeaux pour montrer la structure, en fait, de ce que peut être un éjecta de nova. Et là, on commence à arriver au fond du sujet. Une nova classique, on sait maintenant que c'est le résultat de l'accrétion de matière depuis une étoile de la série principale, donc une étoile plutôt froide en règle générale, une étoile M voire K, qui transfère de la matière via le lobe de Roche et le point Lagrange 1 vers une naine blanche, c'est-à-dire une étoile qui est en fin de vie, qui est une masse d'environ 0,6 masse solaire, mais comprimée dans un volume qui est à peu près celui de la Terre, donc une gravité qui est extrêmement importante. La plupart du temps, cela se fait si la naine blanche a une faible valeur magnétique à travers un disque d'accrétion. Je vais vous montrer ce à quoi une simulation, je pense que vous la voyez tourner. Olivier, pas de problème? Non, elle tourne bien, c'est bon. Cool. Donc, la matière, les deux étoiles sont en rotation. Elles tournent en quelques heures, l'une autour de l'autre. Donc, il y en a une qui, la rouge, correspond à peu près à la taille du Soleil, l'autre à peu près à la taille de la Terre. Ça tourne en quelques heures seulement de période orbitale. Et donc se forme un disque d'accrétion autour. Pardon. Je reviens en arrière. Et l'accumulation de cette matière dans le disque d'accrétion crée des augmentations de viscosité dans le disque qui sont telles qu'à certains moments, on a une brutale augmentation de la température qui va passer d'environ 5000 degrés Kelvin à environ 15 000, 20 000 degrés Kelvin, ce qui va provoquer en fait des frottements et l'augmentation de la magnitude l'augmentation de la luminosité de ce disque d'accrétion. Ce que l'on voit là sur une courbe de luminosité d'une étoile cataclysmique qui est SS Cygni, et relativement régulièrement, avec des intervalles pour SS Cygni, 20 à 80 jours, on a des augmentations de luminosité qui peuvent être relativement courts, relativement longs. Je ne développe pas là parce que après, je parle sur les cataclysmiques, ce n'est pas le sujet du jour. Mais donc, on a donc ces
sursaut extrêmement brusque. Et c'est la raison pour laquelle, au fin 19e, début 20e, les astronomes ont appelé ce type d'objet nova naine ou dwarf nova. Alors qu'en fait, ce sont des outbursts uniquement du disque. Deuxième point important, on reprend Nova Persei 1901. Des images ont été réalisées. Alors celle-là est super belle, 1901 est super fine et tout. D'autres, avec des filtres, ont été réalisés et ont montré qu'il y a des nébulosités autour de cette nova. Ces nébulosités s'expliquent par le fait que la nova qui a été observée en 1901 a également explosé bien avant, des centaines, voire des milliers d'années avant. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde bien, l'idée c'est la suivante. Excusez-moi, il faudrait peut-être... L'idée c'est la suivante, c'est que le même type d'étoile peut produire des outbursts, des disques d'accrétion qui augmentent la luminosité de, on va dire, 1 à 6 magnitudes. Mais également, les mêmes étoiles sont capables de créer des outbursts de type nova. C'est-à-dire qu'en fait, une nova, ce n'est pas une catégorie d'étoiles. La catégorie d'étoiles sont des étoiles cataclysmiques qui produisent deux types d'événements. Un, des outbursts de type nova naine, on va garder le terme, et de temps en temps, alors, on va produire des centaines, des milliers, pendant des milliers d'années, et de temps en temps, il va y avoir un outburst de type nova. Là, je rappelle ce que je pense vous savez tous, c'est que la naine blanche, c'est une étoile qui est en fin de vie et que, dépendamment de la masse initiale de l'étoile qui lui a donné naissance, en quelque sorte, mort, on peut avoir deux types de naines blanches, des naines blanches qui contiennent essentiellement du carbone et de l'oxygène, et pour les étoiles précurseurs, plus massives, des naines blanches qui contiennent essentiellement de l'oxygène et du néon. Pour les étoiles de masse plus faible, on ne sait pas exactement quelle est la masse initiale, on peut avoir y compris des naines blanches composées essentiellement d'hélium. La masse moyenne est d'environ 0,6 fois la masse solaire. Un point important, je pense, pour la suite, pas ce soir, mais la suite de l'étude des nova, c'est la question du champ magnétique qui peut être extrêmement variable en fonction du type d'étoile, en fonction des étoiles plutôt, et qui vont donner d'ailleurs des étoiles cataclysmiques au niveau des outbursts qui vont être extrêmement différents. Naine blanche, c'est la matière qui est comprimée, avec une particularité, c'est que plus la masse de la naine blanche est élevée, plus son rayon est faible. Différentes études théoriques ont permis de déterminer, en fonction là de la masse de la naine blanche, exprimée en masse solaire, donc là, masse d'une fois la masse du Soleil, le rayon qui, pour les naines blanches de masse les plus faibles, peut aller de 14 000 km à 1000 km seulement pour les étoiles qui sont les plus massives. De la même façon, la densité peut varier d'environ quelques dizaines de fois la densité de l'eau jusqu'à plus de 10 000. La gravité peut aller de 10 000,
exprimé en G, bien entendu, jusqu'à plus d'1 million. C'est impressionnant. Ça veut dire que ces étoiles qui sont au cœur du phénomène nova sont en fait extrêmement différentes, ou peuvent être extrêmement différentes les unes par rapport aux autres. Deuxième chose, à la surface d'une naine blanche, la matière n'est plus normale. Dans une matière qu'on appelle normale, la matière répond à la loi des gaz parfaits. À savoir, si on a une augmentation de température, on a une augmentation du volume. Ou inversement, si la matière est confinée dans un espace donné, dans un volume donné, on a une augmentation de la pression. À la surface d'une naine blanche, la matière qui est condensée est dite dégénérée. C'est-à-dire que les noyaux des atomes sont gelés, ils ne peuvent plus bouger. La seule chose qui a encore du mouvement, ce sont les électrons, et ce sont ces électrons qui empêchent l'effondrement total de la matière, ce qui peut se produire dans le cas d'une supernova qui amène, à partir d'une étoile plus massive, une étoile à neutrons, où là, les électrons et puis les protons recombinent pour former uniquement des neutrons. Ça veut dire une chose importante, c'est que à une augmentation de température à la surface de cette étoile, dans l'enveloppe de cette étoile, il n'y aura pas d'augmentation de volume. Jusqu'à un moment donné où l'énergie thermique des électrons va dépasser une énergie qui a été calculée, élaborée théoriquement par Fermi, où là, la matière va redevenir normale. Ça peut se voir, et ce diagramme est extrêmement important, c'est un des modèles que l'on peut avoir où, en fonction de la masse de la naine blanche et du taux d'accrétion de matière qui arrive à la surface de la naine blanche pour former l'enveloppe, on distingue en fait 3 types de régimes. Premier régime, qui est le plus régulièrement rencontré, c'est celui qui va produire les novas. Si l'accrétion de la matière est à un niveau très faible, donc là inférieur, dépendamment de la masse de l'étoile, on va dire à 10 puissance moins 7 masses solaires par an, la matière va s'accumuler et va être dégénérée. Et c'est dans ce domaine que les novas vont apparaître. Plus la masse de la naine blanche va être importante, et plus la récurrence du phénomène nova va être importante. L'accrétion, c'est le transfert de matière via souvent le disque d'accrétion pour former une enveloppe à la surface du cœur de la naine blanche, le corps en anglais. Bon, là, j'ai pris un exemple avec une naine blanche de type CO. Cette matière, elle est de type solaire, c'est-à-dire qu'on a à peu près, comme elle est envoyée par l'étoile donneuse, qui est une naine rouge la plupart du temps, elle a la composition à peu près de la matière solaire en hydrogène, 88%, l'hélium 10%, et puis le reste, c'est différents métaux. C'est le fuel de Newton. Cette matière, pendant des milliers d'années, va s'accumuler à la surface de la naine blanche, c'est-à-dire qu'on va avoir le cœur carbone-oxygène sur lequel va s'accumuler de l'hydrogène et de l'hélium. On apporte de l'énergie gravitationnelle,
on l'apporte également, donc ça va faire de l'énergie, un apport d'énergie, et surtout, on apporte de la matière, et donc la pression va augmenter, jusqu'à une pression qu'on considère comme étant critique. Vous remarquez des unités qu'utilisent les astronomes professionnels, les astrophysiciens. Là, ce sont des DIN par centimètre carré. On verra tout à l'heure qu'il y a des erg. On verra des tas d'unités, même les angstroms. On est très très loin dans les études actuelles du système international. Je m'excuse auprès des professeurs de lycée. Cette pression critique, elle dépend également de la composition de la laine blanche, du taux d'accrétion, de la luminosité, voire même de la température de la laine blanche. Et voici la masse de l'enveloppe qui correspond justement au moment où il va se passer quelque chose, en fonction toujours de la masse de la laine blanche, avec une variabilité qui est extrêmement importante. Ici, donc, c'est la masse de l'enveloppe exprimée en masse solaire. Donc là, ici, 0,01 masse solaire jusqu'à 10 puissance moins 5 masse solaire quand on est proche du 1,4 masse solaire. On a donc des situations physiques qui ont un domaine extrêmement varié. Pendant des milliers d'années, la matière va s'accumuler. On se pose des questions pour savoir si il y a ou pas un échange de matière entre l'enveloppe et le cœur de la laine blanche. Température extrêmement élevée, la pression est extrêmement élevée et du fait de la température, dans l'enveloppe formée d'hydrogène et d'hélium, on a donc réaction thermonucléaire, mais sous la forme proton-proton, va donner du deutérium. Et à l'échelle d'une nova, ce qui est extrêmement important dans la production d'énergie d'une étoile telle que le Soleil, c'est pas très important. Ça augmente un peu la température, et ça pendant des milliers d'années, du fait de la situation de matière condensée. Par contre, quelques temps avant l'événement nova, là, il commence à se passer des trucs, c'est-à-dire que l'énergie accumulée a permis d'augmenter la température entre le cœur de la laine blanche et l'enveloppe. On commence à atteindre des températures de 25 millions de degrés. Et là, par rapport aux réactions proton, excusez-moi, j'enlève Futura qui. Vous voyez bien mon écran? Ah, c'est bon là. Ok, cool. Eh bien, on commence à avoir le cycle CNO qui se développe. Cycle CNO, bon, on le voit souvent représenté avec un petit cycle avec 6 noyaux différents. C'est un peu plus compliqué. Voilà donc une schématisation du cycle CNO. Et au départ, c'est ce qu'on appelle un cycle CNO froid qui produit plus d'énergie que les réactions proton-proton, mais moins d'énergie que ce qui va se passer après, à savoir une modification du cycle CNO, bon, je ne développe pas, mais qui produit beaucoup plus d'énergie. Et cela a été modélisé avec ce schéma que vous pouvez voir en haut de l'écran. Ici, la surface du cœur de la laine blanche. Et à un moment donné, il commençait à y avoir, du fait de l'augmentation de la température, de la convection en fait à l'intérieur de l'enveloppe. De la convection qui, en l'espace de
quelques dizaines de secondes, vont atteindre en fait la surface de l'enveloppe. Donc, ici, une modélisation qui a été réalisée, je vais y arriver. C'est un petit peu long, ouais. Voilà, modélisation. Donc là, ici, on a, excusez-moi, la surface du cœur de la laine blanche. Et là, on voit les réactions se développer, ou plutôt les conséquences du cycle CNO chaud, à savoir qu'on commence à avoir de la convection et que la matière, du fait de la température qui devient extrêmement élevée, devient en fait une matière normale. Au-delà de la température de Fermi, qui dépend de la densité, la composition également de la matière, eh bien la matière redevient normale, à savoir qu'elle suit la loi des gaz parfaits. Toute l'énergie qui a été accumulée pendant des milliers d'années avec l'énergie d'accrétion, l'augmentation de la pression, les réactions proton-proton se trouve libérée en fait en l'espace de quelques centaines de secondes seulement. Alors, j'avais l'idée du parallèle avec une cocotte minute. Cocotte minute, parallèle, il n'est pas bon, l'analogie n'est pas bonne dans la mesure où, dans une cocotte minute, quelle que soit la pression à l'intérieur de la cocotte minute, même si elle pouvait avoir 1 mètre de paroi, ça resterait quand même de la matière. Mais globalement, c'est un peu l'idée selon laquelle on met de l'eau dans une cocotte minute, on met le gaz à fond, puis on attend de voir ce qui se passe, bien entendu en ayant bouché la soupape de sécurité. Ça va durer un certain temps, mais à un moment donné, obligatoirement, la casserole enfin la cocotte minute va casser. Et donc là, on voit dans cette simulation qui est un peu longue, il faudrait pour une présentation que j'arrive à la raccourcir un peu. Peut-être qu'Olivier pourra m'aider. Et donc, on voit de plus en plus, en fait, la convection gagner des couches supérieures de l'enveloppe. Et extrêmement rapidement, au bout de quelques centaines de secondes, on atteint la température maximum. Température maximum qui est atteinte parce que l'ensemble des différents espèces CNO se détruisent rapidement en émettant des positrons et génèrent énormément d'énergie. Et donc, on a un pic de température qui, suivant le modèle que j'ai utilisé pour cette présentation, peut atteindre 160 millions de degrés. Et là, l'enveloppe s'échappant de l'emprise de la gravité de la naine blanche va gagner kilomètre après kilomètre. Au départ, sa vitesse d'expansion est extrêmement faible, quelques dizaines de kilomètres par seconde seulement. Mais au fur et à mesure où les extrémités supérieures de l'enveloppe s'éloignent de la naine blanche et donc sont moins sujets à sa gravité, en fonction inverse du rayon au carré, et la vitesse va augmenter. Et là, on a une dilatation, et au bout de seulement quelques heures, l'enveloppe va atteindre en fait l'étoile rouge donneuse de matière. Les deux systèmes vont se retrouver englués dans cette enveloppe en éjection. On est dans le cas d'une matière qui est normale. Donc, au fur et à mesure où la matière
prend du volume, on a une diminution, bien entendu, de la température. Par contre, dans la mesure où la surface devient de plus en plus importante, on a une luminosité qui augmente de façon considérable. Cette luminosité peut dépasser la luminosité dite d'Eddington, hein, au-delà de laquelle la lumière produite est capable également de pousser la matière. Quant à l'étoile secondaire, l'étoile donneuse, elle continue à orbiter à l'intérieur de la matière qui est éjectée avec une période de quelques heures seulement. Et donc, il est possible qu'elle produise de grandes différenciations au niveau de la matière qui est éjectée. De la même façon, ici, entre la naine blanche et l'étoile rouge, on a le point de Lagrange et il est possible qu'une partie en fait, de la matière éjectée soit perturbée parce qu'elle est concentrée vers le point de Lagrange et pourrait en fait circuler un peu en spirale, etc. Au bout d'environ un jour, la naine blanche existe toujours, l'étoile donneuse existe toujours, peut-être même d'ailleurs que le disque d'accrétion existe toujours. Toujours est-il que l'enveloppe s'est étendue à un rayon d'environ 150 millions de kilomètres, c'est-à-dire à peu près l'orbite du Soleil. Et à un moment donné, et ça c'est un des gros problèmes de la théorie, eh bien il y a une partie de l'enveloppe qui s'est détachée et qui a formé un éjecta. C'est ça le phénomène nova. Le gros problème, c'est qu'on ne sait absolument pas quand. Peut-être lorsque l'enveloppe était là, peut-être lorsqu'elle était là, peut-être lorsqu'elle était là. Les études et les modèles ne permettent pas de dire à quel moment cette matière se détache en fait de la gravité de la naine blanche. Les vitesses sont importantes, entre 300 et, pour le modèle, là ici avec une masse solaire à 2400 km par seconde, mais pour des étoiles plus massives au niveau de la naine blanche, ça peut aller jusqu'à des 6000, 7000 km par seconde. Excusez-moi. Problème avec ma souris. Quant à la masse de l'éjecta, eh bien, ce qui est important, peu importe la valeur exacte, c'est que c'est seulement une partie de l'enveloppe qui se transforme en éjecta, échappant à la gravité de la naine blanche. Donc, il peut y avoir, ce que j'ai représenté par les petits nuages, des hétérogénéités, peut-être produites par, je ne sais pas quoi, notamment le mouvement donc, de l'étoile donneuse rouge, l'orbitation du point de Lagrange, etc., d'autres phénomènes. Il peut y avoir des lobes bipolaires ou des anneaux équatoriaux, voire tropicaux pour certains et tout. C'est là où on a un gros problème. Avant, tous les modèles en fait du cycle CNO, des mécanismes de convection, etc., sont admis par tout le monde. Bon, ils peuvent être raffinés, et là, on se pose énormément de questions. Au bout, donc toujours d'un jour, eh bien, on se rend compte que on commence à observer un spectre là, j'ai pris un spectre à moi et puis un spectre à Olivier, qui est un peu particulier. Donc on a
un continuum qui est très bleu. On a des raies qui sont en émission et puis des absorptions. On a une photosphère qui est extrêmement proche de la possibilité que l'on a de voir. Et en fait, on est dans un éjecta qui est optiquement épais et qui explique ce forme de raie. Je ne développe pas, on verra ça plus en détail dans la deuxième partie. Au bout de quelques jours, l'enveloppe est à son maximum d'extension et comme c'est la matière qui est redevenue normale, elle a refroidi de façon considérable et au lieu des dizaines de millions de degrés, eh ben, l'extrémité, la surface de l'enveloppe est à une température de quelques milliers de degrés seulement. L'éjecta continue sa route. Et là, on se retrouve avec le spectre maximum de luminosité, avec énormément de raies en absorption, pratiquement pas d'émission. On y reviendra également tout à l'heure. Se produit alors le phénomène sur lequel l'éjecta continue sa course, alors que l'enveloppe, elle, eh bien, elle est rattrapée par la gravité de la naine blanche et du coup, elle commence à rétracter. Le fait qu'elle rétracte, toujours la matière normale, voit sa température augmenter. Donc, le degré d'énergie des photons qui vont émerger de la photosphère, entre guillemets, de l'enveloppe, qui n'est pas une véritable photosphère parce que le rayonnement, il est coupé par l'éjecta, mais cette température va augmenter de façon considérable. Et c'est là où on commence à voir des raies qui vont être de plus forte énergie et essentiellement l'émission. Pareil, on reviendra dessus. Au fur et à mesure où l'enveloppe se rétracte, la température augmente et on se retrouve à avoir un spectre qui va devenir de plus en plus nébulaire avec des raies d'ionisation qui sont, dont l'ionisation est extrêmement élevée. C'est à ce moment-là que, y compris, on peut avoir des détections de rayonnement X sous la forme soft. Température de l'enveloppe peut atteindre des 100 000 ou 150 000 degrés. Puis, au fur et à mesure où la dilatation de l'éjecta se produit, il devient de plus en plus transparent. L'enveloppe devient de plus en plus chaude, peut dépasser les 100 000 degrés Kelvin. Et c'est là où on a un spectre réellement de type nébulaire, avec notamment l'apparition de raies de très forte ionisation, avec notamment le fer 7 ou voire même le fer 10, et même fer 14 a été détecté dans certaines novas. On va poursuivre les réactions thermonucléaires à l'intérieur de l'enveloppe qui est encore très chaude, jusqu'à un moment où ça va s'arrêter. Reformation du disque d'accrétion s'il a été éliminé, une hibernation, question. Et puis, on va repartir dans le cycle avec, on va repartir dans le cycle avec l'étoile qui redevient en fait une cataclysmique ordinaire, avec ses outbursts en fonction de l'augmentation de température du disque d'accrétion, jusqu'au moment où, au bout de quelques années à quelques milliers d'années, dépendamment du type d'étoile, on va avoir à nouveau un phénomène nova et qui peut se reproduire en fait des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de fois. Sauf que nous, à l'échelle humaine, pour la plupart des novas, on les a vus une seule fois. Là, un petit moment de nostalgie,
Là, la réunion avec Steve Shore à Pise. La réunion à Lyon, hein, lors des rencontres, à l'époque s'appelait Wettal. Certains se reconnaîtront, je pense, hein, avec Steve Shore. Hein. Cette Nova, c'était quelque chose. Pas mal de Astronomers Telegram, rédigé par Steve. Et puis, pas mal de publications. Hein, donc là, l'une rédigée par Augustin Skopal. Cette nova, c'était la 4e nova observée en rayonnement gamma et seulement la 2e nova classique. Depuis, on sait que si on les observe, la plupart des novas émettent du rayonnement gamma, au moins dans leur phase initiale. Et puis là, on passe au petit plaisir quand même, quoi. Science, qui remercie la VSO et le groupe ARAS pour leur effort inlassable et désintéressé. Et puis, la cerise sur le gâteau, Nature, c'était la première fois que l'explosion d'une nova a pu être résolue en imagerie. Hein, et voilà le travail qui a été publié dans Nature, avec pour la première fois la possibilité de savoir comment l'éjecta croît à partir du phénomène nova. Voilà le... C'est beau. Et puis, ce qui est encore plus beau, c'est ça. C'est que pour estimer la distance de l'étoile et l'ensemble de ses paramètres, il a fallu utiliser des spectres de façon à déterminer la vitesse d'éjection. Et pour cette publication de Nature, ce sont les spectres obtenus par Olivier Garde qui ont été utilisés. Respect. C'est quand même du gros. Hein. Voilà. Donc, rapidement, là maintenant, j'introduis la fin. J'espère que pour le moment, ça a été pour vous, parce que jusqu'à présent, c'était simple. Toute la théorie, c'est simple. Après, le problème, c'est quand on voit ça. Voilà 2 novas prises à peu près au même moment, vers le maximum de luminosité. Voilà Nova Cygni 2014, voilà une autre nova. Eh bien, ça ne semble pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle, les théoriciens et observateurs du XXe siècle, oui, et du début du XXIe siècle ont mis en place certaines classifications. L'une d'entre elles est produite par Williams et qui distingue, de son point de vue, d'un point de vue taxonomique en fait, 2 types de novas. Des novas qu'on appelle fer 2, dans lesquelles on va voir des raies qui sont étroites, des profils d'absorption, et qui sont en règle générale relativement longs. Et d'autres novas qui, à leur maximum de luminosité, ont des raies qui sont très larges, formées essentiellement avec, au-delà de la série de Balmer, non plus les raies du fer, mais essentiellement de l'hélium, de l'azote, etc., et qui sont en règle générale observées dans des novas rapides. Donc, à partir de cette description taxonomique qui est très souvent utilisée si vous regardez les Astronomers Telegram et les publications, Williams, mais avec d'autres avant, a décrit un certain modèle d'éjecta qui est le suivant, c'est-à-dire qu'en fait, on a d'une part un éjecta concret, une coquille, et ensuite, il y a des vents stellaires qui sont produits par l'enveloppe qui se rétracte, qui est de plus en plus chaude et qui donc
émet de la matière autour d'elle. Ou on peut avoir des idées d'avoir plusieurs éjectats équatoriaux, tropicaux, polaires, des vents ou non, suivant la façon dont on organise les modèles, et également des chocs à l'intérieur de l'enveloppe. Et puis, il y a une antithèse qui s'appelle modèle unifié, qui est celui de Steve Flor, dans lequel il y a un seul éjectat, et qu'en fait, c'est l'ensemble des variations d'opacité, de niveau d'ionisation de l'éjectat qui permet d'expliquer en fait l'ensemble des novas. Et voilà donc une publication de sa collègue Elena Masson, dans laquelle il est deuxième auteur, et qui montre en fait à partir des différents profils, ici c'est H-bêta, obtenu dans différentes novas, le modèle qui a été calculé et la façon dont Steve, Elena Masson considèrent que l'éjecta, enfin la géométrie plutôt de l'éjecta, et avec ici la ligne de visée. Bon, moi j'essaierai bien de faire une synthèse, mais je ne suis pas capable. Et c'est la raison pour laquelle, dans la suite, je vais uniquement parler de ce qu'on observe et que, bien entendu, je n'essaierai pas d'interpréter ça sous la forme d'un modèle. On va bientôt terminer pour cette première partie qui était un peu plus longue, bien entendu, que prévu. J'ai l'habitude, moi. Il existe, on a parlé des novas classiques, dans lesquelles une naine blanche accrète de la matière à partir d'une étoile de la série principale. Il y a également des phénomènes nova qui interviennent dans les étoiles dites symbiotiques, qui sont l'équivalent, sauf que à la place d'avoir une étoile de la série principale, une étoile rouge de la série principale, on a une géante rouge. Donc, avec des périodes orbitales qui, au lieu d'être quelques heures, sont de plusieurs centaines de jours, voire plusieurs années. Et parmi ces étoiles, des phénomènes nova ont été observés, notamment dans des novas récurrentes, c'est-à-dire qui ont été observées plusieurs fois dans la période historique, donc depuis la fin du XIXe siècle, notamment T. Corona Borealis et RS Ophiuchi. Voici adapté depuis une publication de Brad Schaeffer qui travaille en fait sur les nova récurrentes, etc., essentiellement en photométrie. Il a fait une comparaison que j'ai repris là. Donc, en bleu, là, ce sont sa représentation de l'outburst nova de TCRB au milieu du XXe siècle. Et là, j'ai mis, alors, inspiré par lui, bien entendu, les données AVSO depuis 2007, et comme il l'a montré, il semblerait que le même phénomène d'augmentation de la magnitude B soit en train de se reproduire. Ce qui veut dire que le prochain outburst de TCRB pourrait intervenir dans les 2-3 ans à venir. Et donc, on observe, en la tenant à la culotte, cette étoile. Si on était capable d'obtenir, alors, d'une part, ça, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il au niveau spectroscopique avant l'outburst? Et si on était capable, en Australie, alors en Australie, non, TCRB, ça ne va pas être évident, en Chine, on va dire, en Europe et aux États-Unis, les premiers spectres, là, on aurait, pour la première fois, des spectres
non pas la phase un peu terminale de la montée en luminosité, on aurait des spectres au début d'un outburst de type nova. Il y en a une autre qui peut également exploser sous la forme de type nova d'ici quelques années à peine, 4-5 ans, et qui est RS Ophiuchus. Et Natalia Chagatova et Agustin Skopal, qui ont déjà publié nos données, nous ont demandé de la suivre régulièrement. Nova symbiotiques, il y en a aussi qui ne sont pas récurrentes. Et là, je souhaite partager avec vous quelque chose qui est magnifique, qui a été obtenu par notre collègue Colin Edridge en Australie, d'une nova symbiotique qui vient d'être publiée. C'est découverte il y a plusieurs années. C'est un peu dommage que l'équipe de professionnels a gardé les informations pour elle, alors que nous, on a pu faire plein de trucs. Enfin bon, c'est pas grave. Donc, Colin Eldridge a obtenu avec un spectroscope échelle cette image de cette nova. Je n'ai pas encore eu bien le temps de l'observer, enfin de l'étudier en détail. Il y a des choses qui sont merveilleuses là-dedans. Hein. Notamment, regardez, ça c'est Hélium 2, hein, vachement large, c'est passionnant. On verra ça quand j'aurai fini les conférences. Autre type de nova, j'ai un peu découvert en préparant cette présentation, sont des nova hélium. Et le prototype, peut-être même la seule nova réellement observée, il faudrait que je vérifie, V445 avec des images HST qui montrent bien une éjection bipolaire. Le cœur, en fait, de la naine blanche, il est composé d'hélium. Donc, elle est assez lente, aussi bien apparemment au niveau de la montée en température, en luminosité, et surtout que de la descente. Hein, là, on a quand même 6 mois. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est, excusez-moi, ce spectre, on n'en voit pas souvent des comme ça. Et ici, on est à 5500. Il faudrait peut-être que j'agrandisse un peu. Hein, Donc là, on a de l'hélium. Là, ici, on devrait avoir l'arrêt H-alpha, celle qu'on voit dans tous nos spectres. Quel que soit le type d'étoile qu'on prend, pratiquement, on a une raie H-alpha. Là, il n'y en a pas. C'est un bonheur, ça. Hein. Alors, ça veut dire un truc. Hein, parce que quelle que soit la nova qui est détectée de façon photométrique, ça vaut vraiment la peine hein, qu'on prenne des spectres, même si on se dit, ouais, c'est encore une nova, etc. Celui qui aura la chance, parmi nous, hein, de prendre le premier spectre d'une étoile hélium peut aller loin dans les références des publications. Là, il y a une page que je terminerai pour la présentation finale. Et donc, c'est là où on arrive au cœur du sujet. Donc, ce que je vous ai montré, c'est le schéma tout à fait théorique, enfin, pas théorique, qui correspond à un certain nombre de nova, on va dire à peu près 60-110%. Mais si on regarde ces publications des courbes de luminosité à partir des données AVSO, dans une publication de Strop, Schaeffer, Eden, eh bien, on se rend compte que ce que je vous ai montré, moi, c'est à peu près celle-là, hein, ce qu'on appelle S-class. Donc, on a un maximum, et puis ça décline, et puis il n'y a pas de problème. On se rend compte que d'autres ont un premier déclin qui est assez rapide, et ensuite, pendant la période de transition, hein, celle qui est montrée par Laughlin, commence à osciller un petit peu, et puis décline après. On a celles qui forment plutôt un plateau pendant cette période-là. Et puis, on en a qui deviennent plus compliquées, avec des remontées en luminosité, des oscillations. Moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement dans ce qu'on a observé donc en 2020, c'est ces deux-là.
le flat top, à savoir le maximum, au lieu de durer même pas une journée, il dure plusieurs mois. Ou encore celle-là, avec dès le maximum de luminosité, des oscillations suivies d'un trou profond, un deep, avant de remonter en luminosité. Voilà les courbes de luminosité des 2 étoiles qu'on a observées depuis juillet. Courbes de luminosité qui ont été construites par David Boyd. Novacast 2020. Et un plateau proche du maximum avec des oscillations qui durent 4 mois avant le fameuse baisse de luminosité due à la formation de poussière. Et l'autre, celle dont on va parler ce soir, Novapair 2020, avec également quelque chose qui n'est pas classique du tout, des oscillations au maximum de température. Et là, un déclin, on va voir s'il y a formation de poussière ou pas. Donc, la deuxième partie, si vous êtes encore en forme, justement, c'est ça qu'on va essayer d'étudier. Bon, je n'ai pas choisi le plus facile, j'aurais pu prendre une Nova classique, ça aurait été plus évident, mais bon, on va voir. Donc ça, plaisanterie que je vais lancer sur le forum. Donc ça, c'est un dessin humoristique qui a été publié lors d'une conférence sur justement la nova récurrente RS Fuki en 85. Et puis, l'astronome se pose la question de savoir est-ce que c'est une nova, une supernova. Puis il dit ça doit être une super bonne nova. Et donc, vu ce qu'on a vu comme courbe par rapport aux nova classiques, j'ai traduit par quelque chose entre une nova et puis quelque chose d'autre, probablement une mauvaise nova. Voilà. Ça, c'est un message subliminal. Et j'irai en enfer. Novacast, on a fait un super bon suivi. Voilà une évolution du spectre à partir des spectres basse résolution, avec donc un graphique qui a été élaboré par David Boyd. Et puis derrière, David, à partir de la traduction des courbes de luminosité de la VSO, pour obtenir ça, à savoir les magnitudes V sont assez propres, à partir des courbes LVSO, il faut que David Boyd ait beaucoup d'intuition, de courage pour arriver à quelque chose de merveilleux. Il y a d'excellents observateurs photométristes à la VSO, et puis il y en a qui sont capables de faire des time series à 1000, ça fait un peu, 100 photométries par nuit, mais qui montrent uniquement l'incertitude de leurs résultats. Et donc, ce n'est pas facile toujours de s'y retrouver, mais David a mis au point un certain nombre de méthodes, de références, d'observateurs de référence. Et donc, à partir de ça, être capable, comme il l'a fait, de sortir l'évolution de la luminosité en flux. Voilà. Alors, je laisserai à personne dire que l'astrophysique c'est simple, que la spectro c'est simple, qu'il faut appuyer. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Donc, un certain nombre de lectures que je vous recommande. Alors, moi, tel que je suis là, j'adore le cours de physique de Feynman. Celui-là, il est traduit en français. Donc, il est prix Nobel.
mais surtout, il adore vulgariser la science physique. Et il est capable d'écrire des livres sur les sujets extrêmement pointus qu'on peut lire dans un premier temps comme un roman, puis après on se rend compte qu'il vaut mieux se mettre sur une table et puis bien comprendre. Refaire un peu de maths. Il y a un bouquin, qui est super, qu'il faut connaître sur les bases du transfert radiatif, qui est le livre d'Osterbrock. Et puis, il y en a un sur un peu en relation, mais on va dire plus didactique, Bruce Drain. Celui-là, je recommande. Là, je vais vous mettre sur mon site un lien en téléchargement pour acquérir la monographie de Cecilia Payne-Gaspocchi et puis la dernière publication de synthèse McLaughlin. Je vous conseille d'acheter celui-là, Classical Novae. Et si vous pouvez, je ne l'ai pas trouvé sur Internet en PDF, l'édition précédente. L'édition précédente, elle est extrêmement intéressante parce qu'en fait, c'est le premier compte-rendu de conférence un peu des temps modernes et ça reprend en fait toute la base du phénomène nova, des observations, etc. Alors que celui-là est un peu plus trapu dans la mesure où les participants considèrent que tout ce qui est dit là est déjà connu. Voilà pour la première partie. J'espère que je ne vous ai pas fatigué. Bien, bah, écoute François, merci beaucoup pour cette première partie. Donc là, on va faire un petit break juste de 5 minutes et puis on reprend tout de suite dans la foulée. D'accord. Sachant qu'après, je pense que donc, François, tu vas faire une présentation qui sera plus orientée sur Nova Persei 2020. Et qu'ensuite, si vous avez tous des questions à poser, vous pouvez les poser soit en direct à François, soit les poser via le chat de l'interface Zoom que vous avez en bas de votre écran, où c'est marqué converser. Et vous pouvez aussi poser vos questions par cet intermédiaire et je les relayerai à ce moment-là à François si vous le souhaitez. Tout à fait. Donc, une petite pause de 5 minutes et on reprend tout de suite après. Good.